RCF. Et dans Des souris et des hommes aujourd'hui avec nous, c'est Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Le thème de cette chronique aujourd'hui, c'est le digital labor. Faux travail, vraie arnaque ou expression de la mutation du travail. On voit ça avec vous. Eh bien oui, savez-vous Lucie qu'une simple recherche sur Google, sur les voyages au Japon par exemple, constitue bien sûr un service que Google vous rend en vous donnant une information, mais aussi un travail que vous réalisez pour Google en lui indiquant par exemple que vous êtes intéressé par les voyages au Japon. Mais ce service peut-il vraiment être assimilé à un travail ? Car en recherchant une information, on n'a pas du tout l'impression de travailler. Et pourtant, il s'agit d'une activité qui nécessite du temps, des compétences et surtout qui produit de la valeur. Et même une valeur considérable, puisque c'est tout simplement le fonds de commerce des géants du numérique que sont Google et Facebook pour ne citer que. Alors voilà, cette nouvelle réalité commence à sérieusement faire débat, car elle constitue un pilier de l'économie numérique, celle des données. Alors bien sûr, on va commencer par expliquer précisément ce qu'est le digital labor et qu'est-ce qu'il désigne en fait particulièrement. Alors c'est une activité cognitive des utilisateurs de plateformes numériques qui permet justement la collecte de ces données. Une nouvelle forme de travail qui s'incarne tout d'abord dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, vous savez, celle qui est rendue célèbre par Airbnb ou Uber ou Blablacar, car dans ce système, c'est le consommateur qui bosse en fournissant des données. Certains l'appellent même le consomme-acteur. La plateforme ne fait souvent que prendre une commission en échange du service de mise en relation et de tiers de confiance. Il y a ensuite le secteur du micro-travail, vous savez, ces micro-tâches numériques effectuées par des centaines de milliers de petites mains en Chine ou en Inde pour quelques centimes d'euros. Enfin, il y a les réseaux sociaux où le travail digital est le plus implicite et le plus invisible, car nous ne sommes pas conscients qu'un simple clic sur Facebook additionné à des millions d'autres, contribue à créer de la valeur indirecte. Ça veut dire que quand on clique sur Facebook, en fait, on peut dire qu'on travaille. Eh bien, les choses sont un petit peu confuses, on le voit bien sur ce terme de travail. Alors, Antonio Casilli, qui est un peu le sociologue du digital labor, propose donc un nouveau mot, comme play-bor, la contraction de play et de labor, jouer et travailler, pour marquer justement cette confusion. On ne sait jamais, dit-il, si on s'amuse ou si on produit de la valeur pour quelqu'un. Quand je like sur Facebook, est-ce que je fais un signal amical à quelqu'un ou est-ce que je produis de la valeur pour la plateforme que j'utilise ? Eh bien, j'ai envie de dire un peu les deux, et c'est bien là le problème. Et pourquoi ce serait un problème, cette imbrication entre le travail et le loisir ? Alors aujourd'hui, les grandes plateformes du web ont mis en place des systèmes de captation de la valeur hyper sophistiqués, qui nous font contribuer à leurs hyper profits. Alors, si on admet que chaque partie fait quelque chose d'utile, qui a une valeur, on peut considérer qu'il y a un équilibre de l'échange qui est équitable. On peut se poser la question, par exemple, combien coûte une recherche Google ? Ou plutôt, combien devrais-je dépenser de temps et d'argent pour trouver l'information que Google m'offre gratuitement ? De l'autre côté, combien d'argent Google devrait dépenser pour capter l'information de milliards d'internautes qui lui fournissent gratuitement ? On voit bien dans cet exemple qu'il existe une sorte d'échange tacite, un troc, qui convient aux deux parties, mais dont les termes ne sont pas très clairs et surtout pas très équitables, car dans l'histoire, Google est multimilliardaire et connaît tout de vous. Et c'est peut-être cela qui suscite le débat et qui pose problème. Est-ce que la question finalement, c'est pas plutôt celle de la rémunération de la valeur qui est créée ? Mais bien sûr, parce que dans le digital labor, une valeur est créée, une valeur est partagée. Par exemple, on accepte sans sourciller de livrer un service gratuit d'Internet, par exemple, l'ensemble de son carnet d'adresses personnel. Vous savez, quand on clique, on accepte, on partage son carnet d'adresses. Et cela sans effort, parce que si on ne le fait pas, on n'accède pas gratuitement aux services dont on a besoin. Mais on oublie qu'en donnant ce carnet d'adresses, on transfère une valeur qui peut être très importante. Et cette valeur n'est pas rémunérée, car les termes de sa rémunération sont très complexes à définir. Combien vaut mon carnet d'adresses par rapport au vôtre, Lucie, ou à celui de Madonna ? Pareil. Difficile à dire. Est-ce que cet échange de valeurs qui est un peu flou est réellement admis par tous les internautes ? Alors le problème, c'est que les internautes ne sont pas très conscients des termes de cet échange. Et comment pourrait-il l'être vraiment d'ailleurs ? En revanche, de nombreux spécialistes, chercheurs, activistes réclament, à renfort de pétition, une rémunération pour la fourniture des données. Cette idée peut paraître saugrenue pour certains, mais elle ne l'est pas du tout, car des plateformes rémunèrent déjà leurs utilisateurs, comme la plateforme Tsu, qui est un concurrent chinois de Facebook, qui verse, tenez-vous bien, 90% des revenus générés par l'utilisateur à ce dernier. Cette idée se retrouve aussi dans un tout autre concept, qui est celui du revenu universel, dont on parle de plus en plus et qui est avancé par certains comme une solution aux conséquences du chômage de masse, qui lui-même serait lié à un nouveau paradigme économique de l'économie
numérique. Mais alors comment on financerait ce revenu ou cette rémunération de la fourniture de données ? Écoutez, cela nécessiterait d'abord un changement radical de la fiscalité, parce qu'il faut d'abord récupérer une partie importante de la valeur qui est créée par les plateformes, et donc indirectement par les utilisateurs, afin de reverser à ces mêmes utilisateurs un revenu. Alors c'est une idée qui tient la route, car si on est rémunéré pour cliquer, cela ne peut que contribuer au succès des modèles d'affaires de l'économie numérique. Il faut, en tout cas, et c'est ça qui est le plus urgent, trouver un moyen de contrer les monopoles qui sont en train de capter toute la valeur et créer des oligarchies très dangereuses. Et finalement, est-ce que derrière cette notion un peu floue de digital labor, on s'intéresse pas, on parle pas simplement du futur du travail d'une grande partie de la population ? Effectivement, je pense que le digital labor recouvre en réalité le champ immense de la mutation que connaît le travail sous l'emprise des technologies numériques. Cela inclut bien sûr ce travail invisible et implicite de la cueillette gratuite de données, mais aussi la robotisation, le micro-travail et surtout ce qu'on commence à appeler, tenez-vous bien, c'est un nouveau mot, la gig economy, autrement dit l'économie à la tâche, qui sonne peut-être comme la fin du salariat. Pour résumer, nous sommes peut-être tous en train de devenir des travailleurs numériques à la tâche dans une immense division internationale du travail version numérique. Et quels seraient les risques de cette numérisation du travail ? Ils sont de plusieurs natures. Il y a bien sûr, on vient d'en parler, la paupérisation et le prolétariat numérique, par exemple, à travers le micro-travail, mais aussi cette captation monopolistique de la valeur, détruisant des pans entiers de l'économie, comme on le voit aujourd'hui avec les taxis, mais demain, cela pourrait être les médecins, les avocats ou les enseignants. Enfin, il ne faut pas oublier que l'extraction de ces données constitue non seulement une valeur marchande, mais aussi une valeur politique, car les États bénéficient aussi de ces grosses données, ces big data, pour la sécurité publique, nous disent-ils, mais qui peuvent vite se transformer en surveillance généralisée et en dictature numérique. Merci beaucoup Jean Pouliot, on rajoute encore du vocabulaire à notre dictionnaire du numérique. Merci et à très bientôt.